Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de partager avec vous quelques réflexions à l'occasion de ce 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Ces réflexions, je les ai intitulées Beethoven confiné, puisque bien sûr c'est un renvoi à cette situation dramatique et complètement étrange dans laquelle se déroule ce colloque et plus généralement l'année 2020, l'année Beethoven. Je remercie donc encore le Conservatoire de Bruxelles de m'avoir proposé d'être avec vous, tout en étant dans un décalage temporel qui est notre condition actuellement. Là, je vous parle, nous sommes le dimanche 15 novembre. Vous verrez ça le 25 novembre, il y aura déjà ce gap de quelques jours. Nous allons parler d'un événement, le 250e anniversaire donc de la naissance de Beethoven, qui renvoie à une date qui est elle-même incertaine, puisqu'on ne sait pas, et sans doute on ne le saura jamais, quand est-ce que Beethoven est vraiment né. On sait qu'il a été baptisé le 17 décembre 1770, mais on n'est pas sûr s'il est né ce même jour, 17, ou s'il était plutôt né la veille, le 16 décembre. Donc, on peut avoir une lecture disons, un peu poétique de cette incertitude sur le moment où l'existence de Beethoven a commencé, qui prend un relief particulier, je crois, face aux incertitudes qui ont marqué toute cette année 2020. C'est un anniversaire, c'est une commémoration qui est tout à fait unique dans l'histoire de la réception de Beethoven, c'est-à-dire comment sa mémoire a été entretenue à partir de sa mort en 1827. Vous savez que les anniversaires reviennent comme des rituels dans notre culture. Il y a eu des célébrations en 1870 du centenaire de sa naissance, en 1927 du centenaire de sa mort, en 1970 il y a eu un grand événement autour du bicentenaire de sa naissance, en 1977 on avait à nouveau les 150 ans de la mort, et ainsi de suite. Ces commémorations scandent un peu, donnent le rythme du temps historique dans lequel se déroule la mise en mémoire et la transmission de la musique et de l'œuvre et de la figure en tant que personnalité d'un grand compositeur comme Beethoven. Ce que je vous dis vaut pour la plupart des grands compositeurs qui font partie du répertoire de la musique classique, pour Mozart, pour Brahms, pour Wagner, pour tant d'autres. Mais on peut dire qu'il y a une singularité autour de Beethoven dans la mesure où ce rituel, qui est une manière d'entretenir le mythe de Beethoven, s'est mis en place surtout autour de lui, autour de ce personnage incroyable et surtout ce compositeur incroyable qu'a été Ludwig van Beethoven. Donc de ce point de vue, on peut le prendre comme un repère fondateur dans la dynamique même de la mémoire collective. Et c'est ce qu'on envisageait il y a quelques mois, ou plus tard, il y a depuis le mois de février. Et là, tout à coup, il y a eu un changement. Le changement que nous vivons dans tous les niveaux de notre vie, mais aussi, et bien sûr, ça nous touche particulièrement pour un événement comme aujourd'hui, dans le milieu de la musique. Alors, avant de vous parler de ce que pourrait être ce Beethoven confiné, je voulais juste vous montrer et peut-être vous rappeler où est-ce que nous en étions il y a un peu moins d'un an, au moment de fêter le 249e anniversaire de sa naissance, qui a été le lancement officiel en Allemagne, à Bonn, des commémorations pour l'année Beethoven 2020, 250e anniversaire.
fait normal. C'était en même temps un événement, puisque, comme je le disais, ça a lancé l'année 2020. Il y a eu des discours de personnes importantes, comme le ministre fédéral de la Culture d'Allemagne, et il y a eu cette originalité qui consiste à faire intervenir dans la fantaisie chorale opus 80 une pianiste de jazz, Olivia Trummer, ce qui peut être un signe de modernité, ce qui éventuellement n'a peut-être pas convaincu tout le monde. Moi, je l'ai trouvé très bien. Mais en tout cas, ces petites variations font partie de la dynamique habituelle de ce qu'est le répertoire comme rituel, le répertoire classique. Et j'ai tenu à vous laisser entendre à la fin de cet extrait ce moment tellement habituel qu'on n'y pense même plus, le moment où on applaudit, le moment où les artistes saluent. Toutes ces choses qui vont de soi depuis maintenant près de 2 siècles ou plus, et qui pourtant, tout à coup, quand on regarde quelques mois plus tard, me produisent personnellement un sentiment d'étrangeté, puisque cette scène tellement simple, un concert, des artistes qui saluent, une petite variation, tout ça est désormais, et pour au moins quelques mois sans doute, impossible. Et ça, c'est une rupture complètement hallucinante quand on y pense dans l'histoire de notre culture, et en particulier dans l'histoire des rituels qui ont trait à la musique classique. Comme vous savez, le résultat de cet événement qui a été la pandémie a été une annulation en cascade de littéralement des milliers de concerts. Et je pense que si on commençait à faire la liste de tout ce qui a été annulé, on n'aurait pas assez de plusieurs conférences. Il y a même un calendrier spécifique des événements pour l'année Beethoven. Je vous montre ça à l'écran. Peu importe la date, quand on clique dessus, on tombe sur une annonce comme quoi ça ne sera pas possible. Et ça doit nous interpeller, je crois, au-delà de la pandémie, dans le sens où ça met en cause, comme j'essayais de le suggérer, notre notion même de ce qu'est la relation entre la répétition et la transformation ou la rupture dans la dynamique historique de ce qu'on a l'habitude d'appeler un mythe, le mythe Beethoven, puisque nous sommes tous conscients que Beethoven, ce n'est pas seulement une expérience musicale, ce n'est pas seulement le plaisir individuel que chacune d'entre nous peut avoir au contact sensible de ses œuvres, c'est aussi une histoire, l'histoire d'un homme, l'histoire d'un personnage hors du commun, et un homme dont la vie a été, à tort ou à raison d'ailleurs, transformée en un symbole de valeurs qui le dépassent. Alors ces valeurs, je ne vais pas en faire l'inventaire. On a l'habitude de l'associer aux valeurs républicaines dérivées de la Révolution française. On a l'habitude de l'associer à la démocratie, pour de bonnes raisons d'ailleurs, je peux y revenir. On a l'habitude d'y voir surtout la force morale d'un homme qui s'est battu contre une infirmité cruelle, sa surdité, bien sûr. Et de ces expériences individuelles, on en a fait un mythe, c'est-à-dire un récit exemplaire qui est transmis depuis maintenant presque 2 siècles par des formes ritualisées. Par exemple, donc, les commémorations, par exemple, des conférences de musicologues, comme dans le cadre de ce colloque, et des savoirs scolaires, bien sûr, et des insistances dans la programmation de certaines œuvres qui sont tenues pour plus importantes que d'autres, et je ne conteste pas cette hiérarchie. Enfin, la cinquième symphonie, pour ne citer qu'elle, reste, quand on regarde les statistiques de ces dernières années, parmi les œuvres les plus jouées du répertoire classique, comme c'est le cas déjà depuis, comme je disais, près de 2 siècles. Alors, cette transformation
qui est imposée par la nature, par cette pandémie, et le produit donc des effets dont je crois on n'a pas encore mesuré vraiment la portée. C'est une chose dont il faudra, les historiens, les sociologues et nous-mêmes, les individus, auront des années à faire un effort de compréhension, je crois. Et pour mesurer l'impact de ce changement, je vous propose un deuxième extrait d'un concert. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est un concert? On pourrait, si on n'était pas séparés par tous ces dispositifs technologiques qu'on discutait. Je vous laisse juger. En tout cas, voici ce qu'a donné cette année 2020 entre des tas et des tas d'autres exemples. Voilà, j'ai pris cet exemple qui me paraît un contraste saisissant avec le précédent. Dans le premier cas, c'était la fantaisie opus 80, et là, c'est bien sûr un fragment du final de la 9e symphonie. Mais le contraste important, c'est bien sûr la différence entre les images de la communauté humaine que les deux extraits projettent. Dans le premier cas, je le disais, c'était un concert comme on en a vu tellement, et il y avait cette rencontre entre des artistes et un public qui était en principe à l'écoute, bien sûr, mais qui à la fin se joignait à une production sonore collective, à savoir ces applaudissements. Cette chose était tellement habituelle qu'on ne l'avait même plus enregistrée d'une certaine manière. Et encore, je ne suis pas en train de dire que ce qu'on a vu dans le premier exemple, c'est la réalité naturelle et qu'après on a une version médiatisée. Il n'y a pas de réalité naturelle, ou alors tout est naturel dans ce domaine. Dans le premier cas, on avait la représentation d'une communauté humaine qui se rencontre, des hommes et des femmes, médiatisée par la captation de la télé, puisque c'était, comme vous l'avez remarqué, un extrait de la VDR, donc de la télévision allemande. Dans le deuxième cas, ce qu'on a, c'est par cette fragmentation des écrans, par le fait que chaque personne qui participe à cette performance est chez elle, c'est le message même, et que cette fragmentation peut être soi-disant réunifiée, ou qu'on peut faire apparaître une réunion, une réunification même de cette communauté dispersée dans chaque domicile particulier,
par le truchement non seulement du montage, puisque tout ça est bien sûr un montage très complexe du point de vue technique, mais surtout par le fait que la musique, elle, produit cette synchronicité, cette chose qui fait partager un temps, une temporalité historique. Et là, il faut aussi être clair, c'est une fiction d'une certaine manière, puisque ces images que l'on vient de voir dans le deuxième cas ont, comme je disais, été soumises à un montage. Ce n'est pas du temps réel à proprement parler. Mais en tout cas, on a dans le premier cas cette rencontre dans un espace physique unique, et dans le deuxième, cette fragmentation des subjectivités et des personnes, des corps, puisque la pandémie, c'est une évidence, est d'abord une affaire corporelle, une affaire somatique, qui a bien entendu des conséquences psychologiques, sociologiques, économiques, mais c'est d'abord les corps qui sont touchés. Donc voilà, entre ces deux images, on a l'impression d'un abîme dans ce que c'est la sociabilité humaine, et en même temps cette insistance d'une musique, celle de Beethoven, qui essaye de surmonter ces fragmentations du social. Et de ce point de vue, le fait qu'au lieu d'avoir une annulation pure et simple de tous les événements, on ait assisté à une recréation de contenus musicaux sur Internet, je pense que c'est un phénomène tout à fait réconfortant, sans doute, pour les musiciens, pour les gens qui aiment la musique, et aussi sociologiquement important. Parce que on ne sait pas de quoi sera fait, par exemple, de quoi sera faite l'année 2027, lorsqu'on aura encore une commémoration beethovenienne, mais il est possible que l'expérience de ces mois, que c'est ce moment 2020 qu'on est en train de vivre, se prolonge au-delà de simplement fermer une parenthèse liée à la pandémie. Alors, qu'est-ce qui insiste donc? Qu'est-ce qui insiste dans les répétitions, dans les variations petites ou grandes que l'on peut introduire par le biais du type d'interprétation, de performance, des conditions? Alors, le problème quand on raisonne en ces termes, c'est qu'on risque de réduire un contenu musical qui est par définition instable quant à ce que ça veut dire. On ne sait jamais exactement ce que ça veut dire, un morceau de musique. On risque de réduire ça à quelques mots. Mais enfin, je prends le risque quand même, puisque dans la fantaisie opus 80, Beethoven fait chanter, je vous lis juste quelques vers, quelque chose de grand entrait dans le cœur, fleurit alors à nouveau dans toute sa beauté, qu'un esprit ait pris son essor, et tout un cœur d'esprit retentit en réponse. Et ça, c'est un éloge des pouvoirs de l'art, c'est ce que dit un peu plus tard. Acceptez donc, vous belles âmes, joyeusement les dons de l'art, lorsque s'unissent l'amour et la force, la faveur des dieux récompense l'homme. Alors cette poésie, elle n'est pas aussi célèbre que celle de Schiller, mais qu'on l'aime ou qu'on la trouve un peu gauche, comme on l'a parfois dit, elle résume bien certains des enjeux du culte beethovenien, cette idée, un esprit qui prend son essor et un cœur d'esprit retentit en réponse. Ça peut être une forme un peu idéologique, mais parlante de ce qu'on attend du type de rencontre entre les individus que produit le partage de la musique. Et là, il est bien question des âmes et pas des corps. Et donc, j'insiste sur cet écart, puisque c'est bien la question des corps qui est maintenant notre problème, d'une certaine manière. Mais c'est ce qu'on appelle la dimension spirituelle de l'art, et c'est avec elle que nous avons appris à vivre et à faire de la musique. Et donc j'aurais envie de mettre en contraste d'une part cette image des âmes qui est contrastée avec les corps que nous avons vus en scène ensemble dans la première vidéo, et en scène séparée
dans la deuxième. Cette idée, je voudrais la mettre en relation avec le fait bien connu désormais que la neuvième symphonie, ou plutôt la mélodie de l'Ode à la joie, est l'hymne européen depuis les années 70 et que cette sanction par les institutions européennes de la représentativité de la mélodie de Beethoven et une certaine parole d'État qui est venue se greffer dans ce qui était une adoption par les gens, par la société. Lors de la première vague de la pandémie, on a vu des exemples assez frappants, non pas seulement de la question de la neuvième comme hymne européen, mais plus généralement la neuvième comme ce que j'ai appelé quelque part une sorte de fétiche sonore, et même peut-être l'un des deux fétiches sonores de l'Occident. Donc ça, on en a vu des formes très variées. Je voulais toutefois vous en montrer une qui m'a paru particulièrement saisissante. Je vous la mets à l'écran et je la commenterai après. Was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Dem der große Buch gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wie ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein. Ja, wer auch nur eine Seele, seinen auf dem Erdenrund. Und wer's nie gekonnt, der Stille weinen sich aus diesem Mund. Voilà, cette jeune femme s'appelle Émilie et donc elle a enregistré cette version de l'Ode à la joie depuis son balcon de la ville de Stuttgart au mois d'avril dernier. Et c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, il suffit de regarder sur Internet, de comment les gens en groupe ou pas, et là c'est plutôt l'isolement de cette personne qui est mise en scène. Alors peut-être que quelqu'un l'a aidé, je ne suis pas en mesure de vous le dire, mais en tout cas c'est la mise en scène de cet individu, cette personne, cette femme qui adresse cette chanson en principe à ses voisins, puisqu'il y a ces haut-parleurs qui sont là, mais en même temps, bien sûr, à n'importe qui, à nous tous, puisque c'est mis sur YouTube et que si on fait une recherche avec quelques mots-clés, on tombe dessus, comme on dit. Donc, on peut se dire que cette version pop, elle est simple, ce n'est pas une performance de l'œuvre dans sa version symphonique, bien sûr. Il y a une histoire au XXe siècle de ces appropriations pop ou folk de la mélodie de Beethoven. Et donc ce geste de cette personne est elle-même est lui-même inscrit dans une tradition de appropriation qui est aussi une forme de critique de ce que c'est que la version symphonique grandiose que nous écoutons dans une salle de concert classique.
Alors, il y a des gens qui aiment pas trop ça. Il y en a au contraire qui voient un signe de ce que c'est que la popularité même de cette musique. Et il faut dire que Emily, cette jeune femme, a précisé dans sa vidéo qu'elle chantait cette mélodie pour les travailleurs essentiels, en particulier le personnel soignant, mais elle souligne bien les travailleurs essentiels. Nous sommes là en avril 2020, où la question de comment manifester sa solidarité avec les gens qui sont en train de faire ces tâches dangereuses, non seulement être dans un hôpital, mais aussi simplement transporter de la nourriture, etc. Donc c'est ce message qui est mis en valeur par cette performance, puisque c'en est une. Alors, je ne vais pas en faire l'éloge non plus, j'essaye de raisonner en sociologue de la musique ou en historien de la musique, simplement pour vous montrer à quel point la question de la pandémie et donc cette figure d'un Beethoven vécu à l'intérieur du confinement a pu produire une quantité de manifestations inattendues. J'ai en mémoire, mais malheureusement je n'ai pas les images pour vous les montrer, une interprétation des variations diabelli qui avait été donnée par Daniel Barenboim à la Philharmonie de Berlin en pleine pandémie au mois d'avril, si je ne me trompe pas, qui m'avait impressionné non seulement parce que c'était une performance artistiquement incroyable, mais aussi à cause de la solitude de ce musicien sur scène, puisqu'on voyait les rangs déserts de cette salle de concert, et donc ces rangs déserts, ces places vides, rappelaient à elles seules, je crois, au contact sonore avec la musique de Beethoven, l'intensité de ce que nous sommes en train encore aujourd'hui de traverser. Et de ce point de vue, alors c'est une idée que j'avance avec un peu de prudence, parce que je ne voudrais pas qu'elle prête à confusion, mais je pense qu'il y a dans l'histoire personnelle de Beethoven et dans cette question de la surdité, quelque chose qui peut nous le rendre non pas proche, mais en tout cas qui peut nous parler aujourd'hui de manière singulière. Je veux dire le fait que précisément du fait de sa surdité, Beethoven a été réduit à vivre une forme de distanciation sociale permanente. Comme vous savez probablement, il a commencé à avoir des symptômes de son problème de sa surdité assez tôt, vers l'âge de ses 30 ans, et c'est une condition qui s'est aggravée petit à petit jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort à 57 ans, et le mal n'a fait que s'aggraver, mais très lentement, ce qui fait que la temporalité même de comment vivre la maladie a beaucoup changé. Tout au long de sa vie, et en même temps lui a imposé comme une condition de rapport aux autres une forme de distanciation sociale. Alors bien sûr, c'était très différent du confinement individuel que nous avons pu vivre ou que certains d'entre nous vivent au moment où on se parle, puisque lui, il n'avait pas d'interdiction de s'approcher des autres corps. Mais bien sûr, c'était aussi une forme de distanciation sociale dans la mesure où la possibilité même de communiquer avec d'autres était très compliquée. Et on a souvent répété, et je crois que c'est profondément vrai, que le vrai problème de Beethoven avec sa surdité tenait moins à son rapport à la musique qu'à son rapport avec les gens. C'est une chose qu'on a souvent dite, mais je pense qu'elle est à la fois un élément mythique de pourquoi on l'a admiré autant, comme cet homme qui a su, comme le dit dans le testament d'Heiligenstadt, supporter l'insupportable parce qu'il se devait à son art. Donc voilà, ça c'est une dimension à la fois vécue et mythique. Et puis il y a une autre dimension, l'idée que le fait même d'avoir ces problèmes
pour entendre, lui a fait découvrir des mondes sonores inouïs. C'est ce qu'on appelle parfois comme un bénéfice secondaire d'une maladie, quelque chose qui lui a apporté un bien ou un mal. Et c'est une idée qui s'est imposée au long du 19e siècle. Wagner a été un grand exégète de Beethoven qui a expliqué ça, que parce qu'il était sourd, il a pu imaginer des sons que personne d'autre n'aurait pu imaginer. Et je pense que c'est une légende, hein, ça a été magnifié par toute une approche spiritualiste de ce que c'est que la création, de ce que c'est même que l'essence du son, peut-être. Mais je pense que probablement il y a un fond de vérité historique dans cette affaire, c'est-à-dire que son rapport aux conventions et aux genres musicaux, qui sont eux-mêmes des conventions, a été profondément transformé, infléchi par cette bizarrerie. Il vivait dans un état bizarre. Je ne dis pas seulement parce qu'il avait un handicap sonore, puisqu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui peuvent avoir des problèmes de ce genre, mais parce qu'il était dans cette position singulière d'être un compositeur déjà reconnu comme extraordinaire, alors même qu'il s'enfonçait dans cette condition médicale. Et ça, c'est une situation qui a fait sa marque et sa grandeur, et aussi le caractère profondément problématique de certaines de ses œuvres, surtout vers la fin de sa vie. Et quand je dis problématique, ce n'est pas pour dire qu'il y a un problème, hein. Ce sont des œuvres qui, depuis longtemps maintenant, ont été incorporées dans le répertoire et qui sont même des symboles de ce qu'il y a pour certains de meilleur chez Beethoven, de plus inouï. Donc, je rappelle simplement cette dimension problématique parce que je suis parti sur un commentaire sur les ruptures de continuité et les répétitions. Donc, je vous laisse entendre cet adagio de l'opus 132 et je vous retrouve tout de suite après pour un petit commentaire.
nous écoutions un extrait du mouvement Adagio du Quatuor en La mineur opus 132 de Beethoven par le Brooklyn Rider Quartet, un quatuor américain. Et bien sûr, ce qui est frappant, ce n'est pas seulement l'interprétation qui est très bien, mais c'est la fragmentation des 4 membres du quatuor. Qui correspond, alors c'est une discussion quelque peu infinie, mais qui correspond à ce que Théodore Adorno a entendu dans le style tardif de Beethoven, cette idée d'un basculement dans un régime de subjectivité qui est celui de cette époque du début du 19e siècle et où la notion d'une subjectivité unifiée bascule dans un régime du fragment, des tensions, de l'inachevé. Et ça, c'est une proposition très forte et qui a été très influente sur la musique de Beethoven, mais qu'on avait, en tout cas ce qui me concerne, l'habitude de lire un peu comme une métaphore, comme une image un peu oui, poétique, mais en quelque manière, de ce que c'est qu'être une subjectivité, un sujet. Alors, on a l'habitude de penser qu'on n'est pas d'une seule pièce, qu'il y a en chacun d'entre nous, en chacune d'entre nous, des pulsions, des tensions, des questions contradictoires, que tout ça s'enchevêtre d'une certaine manière dans notre inconscient. Mais là, c'est comme si avec la pandémie, j'avais vu ça quelque part. Je l'avais vu comme cette performance de ce quatuor éclaté, où chacun, à partir de son domicile, de son lieu, de cet espace confiné dans lequel se déroule notre intersubjectivité, notre possibilité d'accéder aux autres, donc comme si cet espace-là était transformé en musique déjà dans cette période du style tardif de Beethoven. Alors avec ça, je ne suis pas en train de vous dire que voilà qu'une nouvelle ère s'annonce pour la réception de la musique de Beethoven. La vérité, c'est que bien sûr, personne d'entre nous ne savons où est-ce que ça va, où est-ce que cette dynamique de crise de la culture et de crise globale nous mène au juste. Peut-être que l'année prochaine, les choses se calmeront et que quand on regardera d'ici quelques années qu'est-ce qui s'est passé au moment du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, on se dit oui, il y a eu une perturbation à cause de la pandémie, mais enfin, ça a été décalé et donc on a fait en 2021 si tout va bien, la plupart des concerts qui étaient prévus en 2020. Et donc, ça aura été une forme de perturbation de la temporalité, mais enfin sans trop de conséquences. À partir de là, les choses reprennent leur cours. Je l'espère, mais j'espère aussi que cette perception que nous avons actuellement, et c'est vraiment au moment où on se parle, qui est déjà, comme je le disais au début, 2 moments, puisque vous m'entendez en différé, mais que ce moment soit un rappel pour nous, une invitation à penser déjà que les choses qui nous semblent acquises, comme par exemple la pérennité de la présence sociale de la musique de Beethoven, en fait, est tout sauf acquis, justement. C'est une construction historique, qu'elle est fragile. D'ailleurs, là, il y a les statistiques de fréquentation des concerts de musique classique et les statistiques de vente des enregistrements de musique classique. Cela fait maintenant plusieurs décennies que tous ces indicateurs-là, en général, tendent vers le bas, à dire que les publics pour la musique classique sont moins nombreux, qu'ils sont plus âgés, que la vente de disques, la proportion diminue, et ainsi de suite. Donc,
ce dispositif d'expérience esthétique qui a été construit autour de Beethoven et qui s'est perpétué sur ces 2 siècles par la logique des commémorations et par l'esthétique des plaisirs, pour dire ça en une formule, eh bien que ce dispositif n'est pas acquis, qu'il n'est pas éternel, qu'il est fragile, et que c'est une volonté commune, une volonté collective qui à chaque fois peut le remettre ou non sur le métier. Donc lors de cette conférence, j'ai essayé de vous donner un petit aperçu de la variabilité de ces pratiques et de ce que nous verrons encore dans les mois qui viennent. J'aurais pu prendre d'autres exemples, j'aurais pu explorer tel ou tel aspect, mais enfin, mon intention dans cette conversation, c'était de prendre ces quelques extraits comme des points de repère de comment la musique de Beethoven travaille nos subjectivités en crise et notre capacité à faire lien avec les autres, avec d'autres, et avec cette figure, puisque c'en est une, cette figure du compositeur lui-même, ce personnage sur lequel, même s'il est disparu depuis très longtemps, même si il n'existe que dans nos têtes, mais précisément pour cela, nous pouvons produire des courants, des flux d'affect qui l'ont pour objet. Ça s'appelle parfois aimer la musique de Beethoven, tout simplement. On a l'habitude de ces phrases-là et on se demande même quel est leur sens. Eh bien, c'est des flux d'émotions qui peuvent être renouvelés au contact de sa musique, mais bien sûr, le contexte est toujours décisif. Et maintenant, je crois que le contexte et cette fragmentation des espaces et des écrans et des temporalités de l'écoute dont nous avons eu un aperçu. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Si tout va bien, je pourrai vous retrouver plus tard pour un moment de partage en live où je pourrai, je crois, essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Et en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de partager ces réflexions en cette année 2020, cette année Beethoven étrange entre toutes, et alors que nous allons donc d'ici quelques jours, le 16 ou le 17 décembre 2020, nous souvenir de cet événement incertain, comme je disais au début, qui a pourtant changé pour toujours l'histoire de la musique, l'histoire des arts. Je parle bien sûr de la naissance à Bonn en 1770 de Ludwig van Beethoven. Merci beaucoup.